Ça va être génial. Je le sens, ça va être génial. Il y a énormément de cartes qui ont été annoncées, des boss hebdo, 5 personnages, 2 monstres. C'était excellent. Et bonsoir la rediff, tout à fait. Les ajustements de l'équilibre. Donc, c'est le truc qui m'intéresse le plus à chaque mage, c'est qu'est-ce qu'ils vont nerf, qu'est-ce qu'ils vont up, qu'est-ce qu'ils vont ajuster. Donc là, on va commencer direct avec la poêle des familles, donc la carte d'arcane. Pour rappel, elle a déjà été nerfée par le passé. Avant, vous piochez une carte pour chaque tour dans la partie. Donc tour 1, vous piochez une carte, tour 2, vous piochez deux cartes, et cette carte coûte 0 et vous l'avez en main de départ, donc c'était beaucoup trop fort. Ils l'ont nerf. Maintenant, avant, vous piochez que une carte moins 1 par rapport au tour. Donc tour 0, vous piochez pas de carte, donc faut pas la garder en main de départ, ça ne sert à rien. Tour 2, vous piochez une carte, tour 3, vous piochez deux cartes, et ainsi de suite, jusqu'à 4 cartes maximum. Et là, ajustement de l'effet. Lorsque cette carte est jouée pendant la première manche, donc tour 1, pioche une carte d'aptitude si votre deck contient initialement au minimum 2 cartes d'aptitude différentes. C'est important de marquer le différente. Lorsque cette carte est jouée pendant ou après la deuxième manche, pioche un nombre de cartes égal au numéro de la manche en cours -1. Donc c'est le même effet qu'avant. Une seule carte de la carte peut être activée dans la partie, cette carte est vraiment dans votre main de départ. Donc il rajoute un effet, vu que cette carte n'était pas du tout jouée tour 1, vu qu'elle ne sert à rien. Elle permettra de piocher à coup sûr une carte d'aptitude si vous en avez 2 dans votre deck de différentes. Et ça, c'est super fort. C'est juste super fort. Ça va rendre totalement viable les decks avec les cartes d'aptitude. Déjà qu'on avait l'Entre-Storm Terror qui permettait d'assurer une pioche d'une carte d'aptitude, là en plus on a maintenant une carte d'arcane qui est utile pour ça justement. Franchement, c'est un énorme up et cette carte devient littéralement une des meilleures à mon avis. Du moins dans un deck archétype de cartes comme avec un deck Bennett, un deck Thomas où vous voulez acquérir sa carte d'aptitude, ou d'autres personnages qu'on verra après. Excellente up. Alors, Diluc, nouveau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ajustement de l'effet de la carte d'aptitude Flamme Courante, donc la carte d'aptitude de Diluc, qu'on pourrait du coup récupérer avec le changement ici. Chaque fois que Diluc, équipé de cette carte, utilise Assaut Brûlant, donc la compétence, pour la deuxième et troisième fois dans une manche, l'effet dépense 1 dé pyro en moins sera déclenché. Ok, donc c'est bien ce que j'avais lu, c'est-à-dire qu'avant Diluc, il faisait 2 dés avec sa carte d'attitude quand il faisait sa deuxième fois sur le même tour la compétence. Là, ça sera le même effet sur la troisième. Alors, est-ce qu'on pourra taper 3 fois d'affilée avec une compétence? Je pense que c'est faisable. Généralement, on le fait que 2 fois dans un tour, mais ici, avec la compétence de Diluc, en vrai, ça peut être extrêmement fort, sauf qu'il a dégâts plus 2, pour rappel, sur sa troisième attaque, sur le même tour. Donc, ça ferait combien de dés? Donc 3 dés au début, 2 dés suivants, et encore 2 dés après. C'est gérable en un tour, mais il faudra mettre de quoi le protéger le temps qu'il fasse ses compétences. Mais en vrai, excellent buff. Dépenser 1 dé en moins, c'est un excellent buff. Ah, déjà, faut se calmer. Ouais, donc 7 dés, exactement. Ah, je vais refaire une pause après pour récupérer de l'eau en bas si, si vous m'obligez à boire autant. Yoimiya, alors Yoimiya, elle a reçu des buffs, des nerfs, des trucs et des machins. Qu'est-ce qu'elle reçoit cette fois-ci? Alors, ajustement de l'effet de la compétence élémentaire, le nombre d'utilisations de Niwabi Enshu, donc sa compétence qui coûte que 1, créée par sa compétence élémentaire augmente de 2 à 3. Donc c'est un peu comme l'effet de Hayato du coup. Hayato, pareil, il faisait sa compétence avant, il faisait que 2, enfin il avait que 2 stacks pour son attaque normale, il est passé à 3 récemment, et ben Yoimiya profite du même effet. Sauf que Hayato fait des dégâts, et Yoimiya, ça coûte que 1 dé, mais elle ne fait pas de dégâts. Ensuite, ajustement du coût des dés élémentaires et de l'effet de la carte d'aptitude pluie de météores de Naganohara. Le coût des dés élémentaires passe de 2 dés pyro à 1, donc énorme buff, hein, passer de 2 à 1 dé c'est excellent. Et le nombre d'utilisations initiales de l'état Nawabi Enshu créé par Yoimiya ne sera plus augmenté de 1 quand cette carte est équipée. Ah, d'accord. Ah ouais, donc il buff au-dessus, mais ils disent bien que le plus 2 ne sera pas appliqué si on équipe la carte d'aptitude. C'est bizarre en vrai comme principe. Du coup, la Yoimiya est passée de support DPS à potentiellement DPS. Intéressant. Bon, on verra ce que ça donne. Après, avec un Xingqiu ou une Yelan, ça peut le faire en vrai. On verra bien comment ça se passe. Il y aura bientôt plus d'eau, ouais, tout à fait. Donc tu peux avoir que l'un des buffs, c'est équilibré. Oui, en vrai, c'est équilibré. D'un côté, t'as soit 3 attaques pyro à 3 points de dégâts pyro. Faut pas oublier que Yoimiya, elle tape quand même assez fort, hein, sur son attaque normale après avoir fait sa compétence.
Donc potentiellement 9 points de dégâts en 3 attaques. C'est pas mauvais, mais bon. Après, pareil, derrière, si vous mettez un plat, ou si vous mettez le plat du poisson, enfin, le rouleau de viande à la menthe, ou l'autre plat qui permet de booster les dégâts d'attaque normale de 1, Yoimiya, elle peut vous rouler sur la team adverse en 3 attaques, hein. Ça peut faire très 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 mal. Avec l'autre Storm Terror, la carte coûtera 0D, comme pour le crabe, exactement. Très bon buff pour Yoimiya. Kamisato Hayato augmente ajustement de l'effet de la carte d'aptitude Reflet Gracieux. L'effet de dégâts supplémentaires infligé plus 1 si les PV des adversaires sont de 6 PV ou moins sera ajusté en dégâts supplémentaires infligés plus 2. Ok, alors, c'est un buff, disons-le, c'est un buff, mais toujours pareil. Il gagne 1 point de dégâts en plus, donc c'est un peu comme une mort du loup en quelque sorte. Sauf qu'il faut que les PV du personnage adverse soient de 6 ou moins. Donc Hayato a reçu un énorme buff contre les personnages de type monstre qui ont 6 PV et moins, comme le crabe justement. Donc c'est un énorme buff contre eux. Après, pour le reste, c'est mitigé. Mais c'est un peu comme l'effet d'une mort du loup, donc c'est extrêmement fort. La condition toujours étant qu'il faut que l'adversaire ait 6 PV ou moins. Donc Hayato peut devenir un bon personnage face au crabe et aux autres personnages de ce style. Ok, donc un buff intéressant. Chi-Chi, et ce sera le dernier du coup. Chi-Chi, ajustement de l'effet d'invocation de la compétence élémentaire Héros de Givre. Des effets de soins supplémentaires sont ajoutés, dont les effets de guérison sont liés dont les effets de guérison liés ont été ajustés en lorsque cette invocation est sur le terrain et que Chi-Chi utilise une attaque normale, donc il faut que l'invocation soit sur le terrain et que Chi-Chi fasse attaque normale comme avant, soigne votre personnage actif ayant subi le plus... votre personnage ayant subi le plus de dégâts pour 1 point, donc comme avant, et soigne également votre personnage actif pour 1 point une fois par manche. Donc elle gagne 1 PV de plus par tour. Concrètement, c'est ça. Quand Chi-Chi attaque, elle va soigner le personnage qui a subi le plus de dégâts de 1, mais une seule fois par tour... Ah non, c'est les deux qui ont une seule fois par tour. Attendez, du coup, c'est quoi ? Est-ce que c'est les deux effets qui se font qu'une seule fois par tour, ou c'est seulement le deuxième effet qui ne s'activera qu'une fois par manche? Ouais, pour toi c'est le deuxième, pour moi aussi je dirais que c'est le deuxième, mais c'est à vérifier du coup. Soigne également, ouais non, donc normalement c'est un effet supplémentaire qui se fait après. Donc le personnage actif pour 1 point une fois par manche, c'est donc Chi-Chi qui se soignera vu que c'est forcément elle qui doit attaquer. Par contre, si Chi-Chi tape et qu'elle se prend une surcharge, genre par exemple un Fashui qui a mis du pyro sur elle, puis qu'elle se prend un électro, et du coup elle se fait switcher de force. Est-ce que quand elle switchera, ce sera du coup le nouveau personnage actif qui va se soigner ou c'est Chi-Chi qui se soigne quand même avant? Il me semble que ce sera le premier cas, c'est-à-dire que quand elle va se faire switch de force, c'est le personnage actif suivant qui va se faire soigner de 1 point de vie, parce que l'effet s'activera quand même. Mais ça c'est le truc que je devrais quand même vérifier pour être sûr. Des fois c'est pas très clair, mais si l'effet s'active en premier, si l'effet s'active après, si l'effet s'active qu'une seule fois sur tout l'effet ou une seule fois sur le deuxième effet. Mais normalement, je suis d'accord avec toi, Météobi, ça devrait être normalement le deuxième effet. Mais on vérifiera ça. Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte d'aptitude, symbole de renaissance. Le coût des dés élémentaires nécessaires passe de 5 dés cryo à 4. Excellent buff. Excellent buff, même si ça reste assez cher, vu que à la base le déchaînement coûte 3. Il est passé à 5 pour revenir à la vie, mais passe à 4 maintenant. C'est un buff intéressant, mais je pense pas qu'elle sera jouée quand même. Surtout qu'après, maintenant, on peut récupérer la carte de Chi-Chi assez rapidement grâce à Poil des Familles et deux autres Storm Terror dans le deck. Donc après, à voir. À voir. Donc ça, c'était les changements sur les cartes qui existent déjà. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer à voir les détails des autres personnages. Alors, Riosley alias Riolé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un mage, dégâts cryo de 1. Ça, on est d'accord. Compétences. C'est la carte d'aptitude, ça? Ah non, c'est vrai, il faut cliquer là pour voir les compétences. Alors, ruée glaciale du croc. 3 dégâts cryo, inflige 2 points de dégâts cryo et applique un châtiment algide au personnage. C'est pas agile, c'est algide. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque le personnage effectue une attaque normale, donc c'est un peu comme Hayato, il fait d'abord une compétence, puis ensuite il booste l'attaque normale. Donc, quand il fait une attaque normale, si le personnage a 6 PV ou plus, cette capacité dépense 1 dé cryo en moins. Les dégâts infligés augmentent de 2, et le personnage subit 1 point de dégâts de perforation. C'est super fort. C'est super fort, waouh! Alors, par contre, il fait d'abord la compétence, et après il faut faire une attaque normale. Donc toujours pareil, il y a un délai.
toujours pareil, je l'aurais dit, il y a un délai entre compétence puis attaque normale. Donc faut faire attention à ça. Il sera peut-être pas à lancer dès le début. Faudra voir ça après. Si le personnage a 6 PV ou moins, ses dégâts augmentent de 1. Ah oui, quand même. Et le personnage est soigné de 2 points de vie après le calcul de la capacité nombre d'utilisation 2. C'est super fort. C'est super fort. Comme Linette, il pourra se soigner. Et surtout qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de une fois par manche. Hein. Je vérifie, là, je relis. Il n'y a pas de une fois par manche. Donc si vous le souhaitez, en un tour, si vous avez les 2 stacks sur vous, vous pouvez vous soigner de 2 points de vie, tout en ayant les dégâts augmentés de 1. C'est super fort. Rio Meta, je pense. C'est moi ou le thème de Fontaine, c'est si le personnage a 6 PV ou moins, plus... Oui, ben ils n'ont pas le choix, hein. C'est à peu près à ce niveau-là que vous pouvez, on va dire, jouer correctement. 5 PV, c'est assez dangereux, vu qu'à 5 PV, tu es à portée de kill d'une évaporation. Par exemple, tu as du pyro sur toi, l'adversaire fait de l'hydro avec 3 points de dégâts sur une capacité normale, donc 3 points de dégâts, c'est la moyenne, généralement sur une capacité. Du coup, il te fait une évaporation, tu meurs à 5 HP. C'est, on va dire, la moyenne normale. Pareil, de l'hydro, du cryo, 5 points de dégâts, c'est vraiment la base que tu peux faire en dégâts sans trop de difficulté. Donc 6 points de vie, à mon avis, c'était vraiment le ratio à garder. Bien sûr, tu peux atteindre ces dégâts en équipant une arme, en faisant un petit bloc, etc. Mais de base, 5 points de vie, c'est vraiment la moitié des points de vie d'un personnage, donc c'est également le nombre de points de vie que tu peux infliger au maximum, normalement, avec juste des capacités. Ensuite, du coup, son déchaînement, qu'est-ce qu'il fait? Alors, 3D pour 3 charges, inflige 2 points de dégâts cryo, c'est pas beaucoup, et crée un pic de glace persistant. Chaque fois que le personnage subit des dégâts ou reçoit des soins un total de 2 fois pendant la manche, cette capacité dépense 1 dé élémentaire en moins. Mais c'est trop bien. 2 dés maximum peuvent être économisés, mais un déchaînement qui coûte 3 passe à 1 s'il a été soigné ou reçu des dégâts, mais c'est trop fort. C'est super fort. Et ça fait quoi le pic de glace persistant avant que vous ne choisissiez une action, inflige 2 points de dégâts cryo. Donc utilisation 1. Ah d'accord, donc c'est comme Yae. C'est comme Yae, donc c'est-à-dire que ça attaque en 2 temps. Donc l'adversaire se fera prendre 2 points de dégâts cryo. Puis derrière, quand il aura fini son tour et que ce sera le vôtre, les 2 points de cryo vont taper direct. Donc ça fait 4 points déphasés. Mais du coup, c'est très fort. Parce que ce qui rend Yae très forte, par exemple, c'est qu'elle peut faire 2 réactions élémentaires parce que les 2 actions, enfin les 2 attaques se font sur 2 timings différents. Ce qui fait que si les adversaires ont plein d'éléments sur eux, soit ils se feront une réaction élémentaire, soit ils se prennent double de dégâts. Bref, c'est extrêmement fort. Ok, donc la compétence est vraiment, vraiment très très forte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le set de Hero Slay. Ah bah, on a notre nouvelle carte OP de cette version. Alors attention, on est qu'à la première carte. Hein. On peut avoir pire. Hein. Surtout qu'il y a encore les cartes de monstres après. Hein. On ne sait pas. Que fait sa carte d'aptitude? Action de combat. Lorsque votre personnage active est Riolet équipé de cette carte, une fois Riolet équipé de cette carte, utilise immédiatement point vigoureux du givre une fois. Donc point vigoureux, on se rappelle, c'est l'attaque normale. Ok. C'est donc une carte d'aptitude qui se met sur l'attaque normale. Lorsque Rios, équipé de cette carte, a subi des dégâts ou reçu des soins, cette carte gagne un cumul de réprimande. Lorsque Riolet, équipé de cette carte, utilise une capacité, donc capacité c'est attaque normale, compétence, déchaînement, si la carte a 3 points de réprimande, que je rappelle qu'il est l'option en recevant des soins et des dégâts, consomme ces 3 points pour augmenter les dégâts de cette capacité de 1. C'est pas mal. C'est un petit boost supplémentaire qui est vraiment simple à acquérir, parce que soit du soin, soit des dégâts en 3 timings, c'est pas dur à faire. Mais vraiment, c'est vraiment pas très dur à faire. Donc vous pourriez avoir en permanence 1 point de dégâts en plus. Au moins une fois par tour, en tout cas ça c'est sûr. C'est pas mal. Riolet c'est un monstre de puissance du coup. Alors, de ce que on lit en tout cas là, il va faire super mal. Comme par contre également, je le redis à nouveau, il doit d'abord faire sa compétence pour taper en attaque normale boostée. Donc c'est comme, en fait il a exactement le même problème entre grosses guillemets que Novillette, c'est qu'il a besoin d'un timing pour pouvoir gérer, enfin pour pouvoir lancer ses attaques normales renforcées. Sachant que Novillette, lui, il contrebalance ça avec son déchaînement élémentaire, Riolet, lui, devra toujours faire sa compétence et il ne pourra lancer que 2 attaques. Donc faut y penser à ça. 2 attaques qui vont faire très mal et qui peuvent même le soigner,
mais ça fait vraiment très 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 mal, hein. Surtout que le déchaînement élémentaire, pareil, il est facile à utiliser, il réduit son coût automatiquement. Très très beau set. Il est pas, je pense pas qu'il sera S tier, je pense qu'il sera un solide A tier, mais de ce que je peux lire là, il va être vraiment sympathique à jouer. Attends, mais je viens de penser à un truc. Alors, j'attends pas que t'aies... Enfin, j'attends pas là, je vais te laisser écrire, et pendant ce temps, on va lire la suivante. Donc, qui est le personnage suivant? Ce sera Furina. Alors, Furina, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, épéiste, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, une fois par manche. Créer une carte sacralité et sécularisation. Ok. Dans votre main, si vous n'avez pas de carte sacralité et sécularisation dans votre main. Ok, donc comme Ketching, elle va générer une carte après avoir lancé une capacité. Qu'est-ce que ça fait? Alors, en Arché Pneuma ou Arché Usia, bascule l'état de Furina. Si des membres du salon ou des chanteurs des eaux sont sur le terrain, sont sur votre terrain, bascule également leur état. D'accord, c'est comme ça qu'elle va pouvoir passer d'un état à un autre. Ok. Donc l'attaque normale permet juste de récupérer une carte qui permettra de changer d'état. Ok, je suppose que ça va être là l'état. Ok. Capacité passive. Passive, crée une carte dans votre main au début du combat. Ah, ok, donc dès le début du combat, on aura cette carte en main. En Archepneuma ou Archeusia, bascule l'état, nanana. Ah, donc c'est vraiment juste ça. Ça permet juste de changer la... Ok, je suppose que la carte doit coûter 0. Enfin, j'espère bien. C'est une carte qui va juste changer l'état de Furina. Ok, ben très très bon gameplay pour pouvoir changer son état. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il raconte Shadow? Faruzan Fatui s'est fait buff par le buff de l'autre carte de Furina. L'autre carte et Furina s'est fait... C'est pas fait nerf? Comment ça Furina s'est pas fait nerf? Tu voulais peut-être dire Faruzan, non? C'est pas fait nerf? Bah c'est bon, Faruzan Fatui encore plus fort. Ouais, Faruzan Fatui encore plus fort, sauf s'il y a un deck qui le détruit totalement. Pour rappel, le deck Faruzan Fatui, actuellement, il est pas... Enfin, il est joué en compétition, mais il est pas top méta, pour rappel, hein. Il a quelques contres, on va dire. Il fait très très mal, il est très agressif, mais actuellement, ce n'est pas le deck le plus joué en tournoi. Il est présent, ça je ne contredis pas, il est très fort, pareil, je suis le premier à le dire, mais ce n'est pas le meilleur deck. Il l'a été au début de la 4.6 parce que c'était une stratégie très forte, mais maintenant il a été contré par des decks, on va dire, plus lents et beaucoup plus résistants. Ensuite, donc sa compétence. Compétence élémentaire. Si Furina est chargé d'énergie Arché Usia, invoque un membre du salon. Et s'il est en pneuma, invoque un chanteur des eaux à la place. Ça coûte 3D, donc ça change pas ici. Membre du salon, donc celle qui est dans Usia. Donc normalement le premier état que Furina aura. Phase finale inflige 1 point de dégâts hydro. Si un de vos personnages a 6 PV ou plus, votre personnage ayant subi le moins de dégâts subit 1 point de dégâts de perforation, puis 1 point de dégâts hydro. Attendez, je vais relire pour être sûr. Phase finale, inflige 1 point de dégâts hydro, ok. Donc pour 3D, vous invoquez quelque chose qui va faire un seul point de dégâts hydro. Et si vous avez, si un de vos personnages a 6 PV ou plus, donc quasiment sûr au début du tour, hein, enfin début du match, vous aurez forcément 6 PV ou plus, votre personnage ayant subi le moins de dégâts subit 1 point de dégâts de perforation, puis 1 point de dégâts hydro. Mais c'est nul! Enfin, là, de ce que je lis, c'est nul. Ah, par contre, l'utilisation 2 peut être cumulée jusqu'à 4 cumuls max. Ok, donc il n'y aura qu'une seule invocation, mais elle peut être là jusque 4 tours. Mais ça... Dégâts de perforation de 1, puis 1 point de dégâts hydro. Mais ça fait 2 points de dégâts sur un tour. Enfin, si on a le 6 PV ou plus, là, on se prend 2 points de dégâts, dont 1 point d'hydro. Mais ça fait trop mal. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Un peu comme l'Océanide, bah rien à voir avec l'Océanide en vrai là. S'infliger des points de dégâts, c'est bizarre. Par contre, pour dire que c'est pas pareil que l'Océanide, elle peut mettre des utilisations sur la même invocation. Donc c'est-à-dire qu'elle aura toujours la même invocation sur le terrain. Il n'y aura pas de deuxième créature qui sera présente. Et ensuite, on peut pas voir ce que fait le chanteur à la place? On voit pas ce que fait le chanteur? Il y a le membre du salon qui est là, mais où est l'autre membre pour le chanteur des eaux? Bon bah il n'y a pas Ok, on n'a pas la description pour le chanteur des eaux pour savoir ce qu'il fait.
Non, non, il n'y a pas le chanteur des eaux, ils ont pas mis sa description. C'est une autre carte? Sur la page d'après. Ah oui! D'accord, ok, c'est vrai qu'ils avaient fait ça la dernière fois avec un autre personnage. Avec Signora, justement, je m'en souviens. Ok, d'accord. Parfait, parfait, ils l'ont mis ici. Bon, bah on va le lire tout de suite. Alors, que fait le... Voilà, chanteur des eaux. Phase finale. Soigne tous vos personnages pour 1, donc comme Barbara. Si un de vos personnages a 5 PV ou moins, votre personnage ayant subi le plus de dégâts est soigné pour 1 point supplémentaire. C'est pété. Ok, c'est pété. Surtout qu'elle, elle appliquera pas l'hydro. Non mais c'est super fort. Alors Furina, on l'a joué tout le temps avec ses petits monstres là, qui font des dégâts, mais là en TCG, on va forcément la jouer avec l'autre mode. C'est juste super fort. Soigne tout le monde de 1 point de vie, et si l'un est assez affaibli, votre personnage ayant subi le plus de dégâts est soigné de 1 point supplémentaire. Mais c'est super fort. Et pendant 2 tours, 4 cumuls max. Ok, ben franchement, la première laisse un peu à désirer parce que ça fait très très mal sur tes propres personnages, mais par contre, le soin, il est au rendez-vous. Hein. Waouh! Furina, elle va être très forte rien que pour ça. Déchaînement élémentaire, inflige 2 points de dégâts hydro et crée une réjouissance universelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsque votre personnage actif a subi des dégâts ou reçu des soins, cumule 1 point de liesse, durée en 2 manches. Durée en manche 2. Donc ça reste pendant 2 manches. Que fait le liesse? Les dégâts que vous infligez avec votre personnage augmentent de 1, y compris les dégâts des dispersions déclenchées par le personnage. Furina dispersion? Après le chêne E, après tout le reste en dispersion, on va se retrouver avec une Furina dispersion hydro. Mon utilisation 1 peut être cumulée sans aucune limite. C'est la première fois que je vois sans aucune limite dans une description. À part peut-être le crabe récemment, je sais pas s'il y avait marqué sans aucune limite sur le bouclier, mais je pense que c'est vraiment la première fois que je vois sans aucune limite. Furina, chaîne E de Valine, let's go. Oh bah franchement, en vrai, là t'as déjà un deck valide, hein, je pense. La vache! Aucune limite de... Bah, en même temps, c'est normal, mais à chaque fois que le personnage actif a subi des dégâts ou reçu des soins, donc c'est très facile à faire avec ce qu'on a actuellement sur le TCG. Faire des soins et ou recevoir des dégâts, c'est très facile à faire, et à chaque fois, on reçoit les cumuls. Par contre, faut pas oublier, ça dure 2 tours. Mais pendant 2 tours, on fait un maximum de dégâts. Alors, par contre, question. Les dégâts que vous infligez avec votre personnage augmentent de 1, d'accord. Par contre, question. Si je fais une dispersion avec une attaque comme Dvalin, est-ce qu'il me faut du coup 3 cumuls pour infliger les 3 points de dégâts qui sont. Enfin, les dégâts qui sont justement sur les 3 personnages distincts? Dans ce cas-là, c'est un peu moins fort. Dans ce cas-là, c'est un peu moins fort. Est-ce que si je fais une dispersion avec mon Dvalin, avec, donc il y a l'hydro sur l'adversaire, le déchaînement de Furina est lancé et j'ai du liesse, j'ai un liesse sur moi, est-ce que je vais taper un point de dégâts en plus sur tout le monde ou uniquement sur la première cible du coup? Dans ce cas-là, c'est un peu moins fort en dispersion. Chaîne E, elle, c'est tous les dégâts de source cryo qu'elle faisait. Par contre, ici, on a peut-être moins de dégâts. Linné, Nomade, Outvaline, Furina, ça peut bien marcher, je pense. On verra les decks tout à l'heure, mais là, je parle plutôt du terme technique. Est-ce que le bonus s'appliquera directement à toute l'attaque, ou est-ce que ça ne marchera que sur une seule cible? Je pense que ça se consomme, ouais. Donc si c'est comme la compétence, par exemple, de chaîne E, la compétence de chaîne E, elle donne 2 stacks qui s'utilisent au fur et à mesure que tu fais des dégâts cryo. Donc si vous faites une dispersion avec, il n'y aura que 2 cibles qui prendront les dégâts de bonus cryo. Si elle, avec son liesse, elle gagne des stacks infinis, normalement il te faut faire autant de stacks que tu veux toucher de cibles. Donc c'est peut-être un peu moins fort qu'il n'y paraît, mais soigner des personnages avec double hydro, c'est très très simple, sans compter que Furina, en fin de tour, si elle a mis son soin, vous soignez tout le monde de 1 point de vie. Ah par contre c'est que le personnage actif, c'est vrai. Ah, donc c'est peut-être pas si fort que ça, mais avec un Neuvillette, à mon avis, il y a moyen de faire des trucs, ou avec n'importe quel personnage de Fontaine qui se soigne et s'inflige des dégâts. À mon avis, on va trouver des techniques bien OP avec Furina, je n'en doute pas. Sa carte d'aptitude maintenant. Entends-moi et levons les coupes de l'amour.
Action de combat. Lorsque votre personnage actif est Furina, équipez cette carte. Une fois Furina équipée cette carte, utilise immédiatement Salon Solitaire une fois. Donc Salon Solitaire, c'est sa compétence. Ouais, c'est sa compétence. Lorsque Furina équipe cette carte utilise Salon Solitaire, elle devient le centre d'attention. L'attaque normale déclenche différents effets selon l'état du personnage. Votre deck doit contenir Furina. Comment ça, elle devient le centre d'attention? À quoi sert cette carte? L'attaque normale déclenche différents effets selon l'état du personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore des trucs en détail ou... Ah oui, il y a encore des trucs en détail. Qu'est-ce que ça fait ici? Attendez. Non, non, je suis à... Donc là, il est en position comme ça. Non, du coup, il n'y a pas de... Ça fait quoi? Qu'il y a un effet Usia et un effet Pneuma? Ben oui, mais le truc, c'est que ça, c'est déjà fait avec la carte, enfin avec l'effet passif au début du tour. Ça veut dire quoi devient le centre d'attention? L'attaque normale déclenche différents effets selon l'état du personnage. Donc une attaque Usia ou Pneuma, comme tu dirais. En attendant qu'elle sorte. Bah c'est un peu dommage de devoir attendre qu'elle sorte alors qu'on est censé avoir toutes les informations ici. Bon, bah comme tu le dis, on va devoir attendre. Hein. Bah du coup, ouais, ce sera la surprise. Bon bah premier deck qu'on jouera, ce sera Furina pour répondre à cette question. Allez, next. Xinian, depuis le temps que je t'attendais sur le TCG. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Dégâts. Alors déjà, c'est une épée à deux mains, donc elle jouera Mort du Loup dans ses decks généralement. Donc il y a de fortes chances qu'elle soit très 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 forte. Donc dégâts physiques 2 pour l'attaque normale. La compétence. Inflige 2 points de dégâts pyro et défausse... Attends quoi? Défausse aléatoirement une carte dont le coût original de dés élémentaire est le plus élevé depuis votre main et crée bouclier passionné? What the fuck? Attendez, elle sacrifie une carte de ta main, mais c'est complètement... mais qui voudrait faire ça? Accorde 2 points de bouclier à votre personnage actif. Mais c'est nul! Mais c'est complètement nul! Mais qui voudrait sacrifier ses cartes pour gagner 2 points de shield? Mais non! Attends, ok, je viens de me faire spoil par déchaînement élémentaire au-dessus, là. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, ils vont jouer avec la défausse. Je le sens dans les cartes d'aptitude, là, il va y avoir des cartes qui vont, si elles sont défaussées, faire un effet ou un truc comme ça. Je le sens. Je le sens. Je viens d'un monde qui s'appelle Hearthstone et je sais que ça existe. Ok, donc pour 3D Pyro, vous faites 2 points de dégâts et vous gagnez 2 points de shield en échange d'une carte de votre main qui est la carte dont le coût est le plus élevé. Faut voir. En vrai, s'il y a une carte à sacrifier enfin une carte dont le coût est élevé et qui est intéressante à sacrifier avec Xinian, je dis pas. Mais sur le papier, c'est non. C'est juste non. Sur le TCG actuellement, ce qu'on veut, c'est jouer plein de cartes pour activer plein d'effets. En sacrifier une, c'est suicidaire. Donc c'est juste hors de question. Si tu défausses une carte, tu fais 30 de dégâts, j'imagine. On va voir ça tout de suite. Déchaînement élémentaire inflige 3 points de dégâts physiques et inflige 2 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Je viens de lire la suite. Défausse toutes les cartes de votre main et crée un feu festif. Alors, dans un deck où vous n'avez que très peu de cartes en main et qui sont très faciles à s'en servir, ce déchaînement sera excellent. Franchement, c'est excellent. Si vous n'avez aucune carte en main et que vous posez vos cartes, je n'ai aucun souci là-dessus. Par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est très très dangereux. Mais par contre, elle fait pas de dégâts pyro, et donc c'est ça qu'ils ont choisi de faire. Je pensais qu'ils auraient fait un déchaînement élémentaire qui fait du pyro et du physique. Par exemple, elle aurait pu faire 3 points de dégâts pyro sur la première cible, et 2 points de dégâts physiques sur les autres. Mais non, là on le voit, en plus ça brûle, mais pourtant c'est du dégât physique. Donc c'est très fort, ça coûte que 2 charges. Pardon, ça ne coûte que 2 charges et ça fait une AOE à 7 points de dégâts. Ça m'épée, bah alors on se prend pour un pro? Oui, sûrement. Alors j'adore Xinian en vrai, mais Oyo ne lui fait pas vraiment justice dans son kit, que ce soit en monde ouvert ou en TCG. Bah là, tu vois, peut-être pas. Va falloir faire un deck adapté pour elle, mais c'est clair que ce sera pas dans n'importe quel deck qu'on la jouera. Si j'étais sur Discord, j'aurais envoyé mon gif iconique. Ouais, je pense savoir duquel tu parles. Ok, ben très intéressant. Hein. On va voir ce qu'elle fait sa carte d'aptitude maintenant.
Alors, lorsque votre personnage actif est Xignan, équipez cette carte. Une fois que Xignan est équipé cette carte, utilise immédiatement Danse du Feu une fois. Donc, Danse du Feu, c'est sa compétence. Ah non, what? Feu rebelle? Jeu fervent? Ah non, donc c'est l'attaque normale. Pourquoi faire? Et cette carte utilise une capacité, inflige plus 2 si vous avez moins de 2 cartes en main. Bon, ben, Estière. Bah, Estière, elle va faire trop mal. Mais vraiment, elle va faire juste trop mal. Elle permet justement de enlever les cartes de votre main. Et derrière, si on fait un deck avec que des cartes avec de très bas coups, genre la chambre de jade, Vanarana pour récupérer vos dés, Lilefia pour piocher et récupérer également vos dés et qui coûte 0, mais c'est juste, comme tu le dis, Lunar, c'est juste waouh! Mais elle va faire super mal. Attendez, on est personnage numéro 3, là, les deux premiers étaient déjà forts, mais là, on a également du même niveau. Non, mais ils vont... la méta va totalement changer, là, c'est impressionnant. Il va y avoir tellement de nouveaux decks à faire. Un Xignan hyper carry en deck rapide, avec peut-être de la surcharge, avec deux personnages électro pour monter son ulti très rapidement, et derrière faire des dégâts de monstre avec 7 Aria pour piocher également. Mais ça va être juste génial, en vrai. Ça va être génial. Bon allez, next. Yunjin. Alors, 2 points de dégâts physiques sur attaque normale, c'est une lancière, donc c'est classique. Compétence. Créer une formation de barrière de nuagerie. Applique un bouclier de nuages au personnage et prépare la capacité lance fleurissante. Donc elle fait comme Beidou et Candace, je suppose. Donc pendant l'approbation de la capacité, accorde 2 points de bouclier au personnage affecté. Ok, c'est comme Beidou et Candace. Lance fleurissante, inflige 2 points de dégâts géo. Alors, seulement 2? Attendez, quoi? Si vous avez défaussé ou utilisé au moins une carte pendant la manche, c'était comment 2-1? Yunjin peut se battre avec Xignan? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils ont une synergie? Bah après son effet, vous n'avez pas besoin de défausser une carte, vous pouvez juste en utiliser une. Et c'est une carte à 0, genre ou une carte à 1 pour piocher ou je sais pas quoi. C'est très facile à faire, donc vous pouvez faire 3 points de dégâts assez facilement avec elle, quoi qu'il arrive. Ensuite, formation de bannière de nuagerie. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'on a déjà 2 états? Donc lance florissante, donc d'abord on fait le nuage et prépare. Alors le bouclier nuage, c'est les points de bouclier. Lance florissante, c'est les points de dégâts. Formation de bannière de nuagerie. C'est quoi ça en fait? Lorsque un de vos personnages utilise une attaque normale, dégâts infligés plus 1. Cette capacité dépense 1 dé élémentaire en moins si vous avez moins de 2 cartes dans votre main, donc session 1. Donc, juste avec sa compétence, elle vous donne un buff, elle vous donne le bouclier, elle va taper en 3 points de dégâts si vous avez joué une carte, et elle va réduire le coût de vos dés tout en faisant un point de dégâts. C'est super fort. C'est super fort. Ok, c'est super fort. Si vous avez moins, de 2 cartes dans votre main, par contre, mais ça reste super fort, peut être cumulé 4 fois, mais c'est énorme en plus. Ok, ben excellent support. Excellent support pour les attaques normales. Dégâts plus 1, dégâts, dés élémentaires moins 1. Faut juste avoir 2 cartes moins dans votre main, mais c'est... Alors là, on a une méta, maintenant que j'y pense, on a une méta où le but c'est de piocher un max et d'avoir une main complète. Là, clairement, la méta, ça va être d'avoir un deck extrêmement peu coûteux et juste de pas piocher en fait. Parce que là, c'est... Waouh! Juste waouh! La méta autour du stratège, ouais, sûrement. La carte stratège qui pioche 2 cartes et qui coûte que 1, c'est très bien comme ça. Bah après, la fait chercheuse, c'est bien aussi, tu me diras. Déchaînement, il fait quoi du coup? Donc 2 charges, 3 délais géo, inflige 2 points de dégâts géo et crée 3 cumuls de formation de bannière de nuagerie. Attends, quoi? Mais là, elle en crée que 1, là, elle en crée 3 directs. Meilleur perso support. Meilleur perso support pour attaque normale. Et de loin.
2 charges uniquement pour le déchaînement. Comme Xingqiu, en fait, elle crée 3 attaques supplémentaires, du coup, en quelque sorte. Faut voir ça comme ça. Xingqiu, avec ses épées, il fait 1 point de dégâts hydro coordonné. Ben, elle va faire 1 point de dégâts normal supplémentaire sur vos attaques et coûter 1 dé en moins. C'est ça qui est fort, surtout, c'est que ça coûte 1 dé en moins. Imaginez combiner ça avec un plat de rouleau de viande à la menthe qui diminue de 1 si vous êtes en dé pair. C'est même pas dans des paires, qu'est-ce que je raconte? C'est juste, vous l'équipez, ça coûtera que un seul dé. Donc, mais c'est trop fort! Vous pouvez faire 3 attaques avec juste 3 dés. Mais c'est trop bien! On va faire des nouveaux decks combo, ça va être génial! Ayato, Thomas, Yunjin, bah ouais, franchement, la Coquitus, exactement, ça va être trop bien, calme-toi, on dirait que t'as croisé Goro IRL. T'inquiète pas, il n'y a pas que Goro qui me ferait cet effet-là. Mais ça va être trop bien! On va pouvoir faire des nouvelles combos juste trop sympathiques. Vu que maintenant, normalement, on piochait plein de cartes pour... Ah, évidemment, le PC, il s'est dit, je vais chauffer maintenant. Ah, pourquoi il chauffe maintenant? Je vais fermer Genshin, ça devrait aller mieux. Hop. Tac. Voilà. Tac. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait se calmer dans pas longtemps. Désolé pour le son si c'est pas très agréable. Normalement, ma voix devrait pas être trop déformée. Alors, Guyane c'est nul, Furina c'est nul, 3 secondes plus tard, SS tier. Bah ouais, mais en même temps, c'est normal, sur le TCG, c'est pas la même mécanique, donc forcément, là on a quelque chose de vraiment, mais vraiment très très fort. Là, les combos, ça va être facile à faire avec Yunjin sur l'attaque normale. Et donc, que fait que fait sa carte d'aptitude? Action de combat, lorsque votre personnage actif est Yunjin, équipe cette carte. Utilise immédiatement bannière de rupture des falaises une fois. Donc c'est son déchaînement élémentaire. Lorsque Yunjin équipe cette carte est sur le terrain, dégâts supplémentaires infligés par votre attaque normale grâce à formation de bannière de nuagerie plus 2 si vous n'avez pas de carte dans votre main. Mais quoi? C'est trop fort! Et il n'y a pas de une fois par tour! Il n'est pas marqué une fois par tour! Mais c'est trop fort! C'est juste trop fort! Dégâts plus 2, alors que vous avez déjà dégâts plus 1. À moins que marquer dégâts supplémentaires infligés plus 2. Mais est-ce que c'est plus 2 plus le 1 ou c'est juste plus 2? Alors, meilleur perso support actuellement pour les attaques normales. Je le précise. Hein. C'est les attaques normales et il ne faut pas avoir de carte en main. Donc il faut sacrifier des cartes de votre main. Il faut avoir 0 carte en main. C'est la condition pour que Yunjin fonctionne. Donc là, en vrai, c'est vraiment juste super fort, mais il faut avoir 0 carte en main. C'est la seule condition. Donc avec ça, vous pouvez finir une game si vous n'avez aucune carte dans votre main. Mais c'est un finisher, mais excellent ça. Hein. Mais vraiment, vraiment excellent. Surtout que le personnage actif, ça peut être elle. Hein. Vous mettez une équipe de 3 lanciers. Alors, en plus, avec la nouvelle, enfin avec l'ancienne lance là qui permettait de mettre les boucliers sur tous les personnages de l'IUE, mais ça va être tellement fort, vous aurez du shield quoi qu'il arrive, vous aurez des cartes qui coûtent 0 avec les remontoirs, mais ça va être génial. Oh, on va faire un deck Liyue avec Yunjin, ça va être génial. Ça va être juste génial. Allez, next. Yunjin, c'est au-dessus du S-tier, elle crée une méta elle toute seule. Elle crée littéralement une méta attaque normale, elle est toute seule. C'est génial. KV, alors KV, le bon KV, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Donc déjà c'est piste à deux mains, donc mort du loup, on peut l'équiper, etc. Dégâts infligés, 2 points de dégâts physiques. Enfin, un deck Liyue, il y avait déjà Sienae, Utao avec Chongyun et Xingqiu, c'est très très fort. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un deck avec Utao qui était vraiment pas mal non plus. Mais le Utao a toujours été très très forte, c'est juste qu'elle n'a quasiment jamais été présente en tournoi, alors que pourtant elle a un potentiel de fou. C'est impressionnant. Les gens veulent pas trop se mouiller peut-être. Ensuite, que fait sa compétence? Inflige 2 points de dégâts dendro et crée un scan explosif. Qu'est-ce que ça fait? Oh là, c'est long, j'aime pas lire. Alors, avant que les deux camps ne choisissent une action. Oh là. Si des noyaux dendro ou des noyaux d'abondance sont sur votre terrain, le nombre d'utilisations diminue de 1 et la carte au-dessus de votre deck est défaussée. Attends, quoi? Mais c'est quoi ces effets? La carte au-dessus de votre deck est défaussée avant d'afficher des dégâts dendro d'une valeur équivalente au coût original de dés élémentaires de la carte défaussée plus 1. Mais c'est trop marrant! C'est trop marrant comme effet! KV, j'ai rien compris. Alors, on reprend, pour que tout le monde suive. Avant que les deux camps ne choisissent une action. Donc déjà,
il va faire 2 points de dégâts dendro et créer un scan explosif. Donc l'effet va s'activer après que tu aies attaqué. Donc là, tu vas attaquer, tu vas faire 2 points de dégâts dendro avec sa compétence, et l'effet va s'activer tout de suite. Si des noyaux dendro ou des noyaux d'abondance sont sur votre terrain, le nombre d'utilisations diminue de 1, et la carte au-dessus de votre deck est défaussée avant d'infliger des dégâts dendro d'une valeur équivalente au coût original de dés élémentaires de la carte défaussée plus 1. Donc, si tu as une carte qui coûte 3 que tu pioches, elle va être défaussée, donc au-dessus de ton deck, hein, elle est défaussée. Tu vas faire 4 points de dégâts dendro en plus. Si bien sûr il y a un noyau dendro sur le terrain. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils disent dendro sont sur votre terrain, c'est ça, ouais, avant que le donc faut que tu crées un noyau dendro, que ce soit un noyau normal ou un noyau de Nilou avec sa compétence. Si tu défausses un de ces noyaux-là, tu pioches une carte, tu la défausses, et si cette carte a un coût élevé, tu vas faire un maximum de dégâts. 4 dégâts, et si l'ennemi est affecté par l'hydro, ça fera 5, exactement. Vu que c'est en plus des dégâts de réaction élémentaire. Donc c'est des dégâts avec un élément. C'est pas des dégâts physiques, c'est un dégât dendro. Mais c'est trop fort ça aussi. Bon alors, tu sacrifies une carte de ton deck, mais en vrai pour faire 4 points de dégâts en plus, moi je crache pas dessus. C'est très fort, franchement, gros potentiel. Et son déchaînement inflige 3 points de dégâts dendro, applique un aide de Merak au personnage et crée 2 cumuls de scan explosifs. C'est des decks explosifs, j'adore. Oh, KV va être tellement fun à jouer en vrai. Maintenant, quand l'adversaire va te voir piocher, il va se chier dessus parce que si jamais c'est une carte élevée, ton personnage peut mourir en un coup. Et ça coûte que 2. Mais c'est génial. Ça coûte que 2, ça fait déjà 3 points de dégâts de base. Et ça va te faire piocher 2 cartes avec le scan explosif. Mais c'est... Waouh! Donc les dégâts infligés par l'attaque normale du personnage augmentent de 1 et les dégâts physiques infligés sont convertis en dendro. Lorsque le personnage a utilisé une attaque normale, crée un scan explose. Mais c'est génial ce truc! Mais c'est génial! Donc le scan explosif sur le même effet. Oh mais c'est génial! Mais il va être super fun, KV, il va faire stresser tout le monde avec un deck KV. Destructeur et canon maintenant. Ouais, c'est génial! Des personnages des personnages en monde ouvert qui sont pas forcément beaucoup joués deviennent juste super fun en TCG. Mais c'est juste super marrant leur capacité. Imagine si tu joues avec Chichi et qu'il pioche la carte Chichi, ça fera 5 points de dégâts exact. Enfin, oui, ça fait 5 points parce que maintenant c'est passé à 4. Oh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont nerfé la carte. Bon, après tu me diras, c'est pas terrible de piocher cette carte. Hein. Si tu joues KV avec Chichi, déjà il y a un problème en vrai. Mais je pense qu'il y aura d'autres cartes qui vont être très sympathiques à jouer avec. Mais c'est juste trop fort comme effet, c'est juste trop fun même. Parce que là, ça fait 5 points, enfin ça fait 3 points de dégâts, mais comme tu vas piocher tout de suite 2 cartes, bon, si les cartes coûtent 0, ça fera que 1 point de dégâts 2 fois, donc tu fais déjà 5 points de dégâts, mais c'est trop fort! Sur le papier, déjà de base, c'est juste trop fort. Il y a forcément un truc que j'ai mal compris, c'est pas possible. Je vais le relire une dernière fois. Donc déjà, il faut que des noyaux dendro ou des noyaux dendro d'abondance soient sur le terrain. Donc quoi qu'il arrive, il faut déjà avoir créé des noyaux. Donc c'est ça la condition de base. Il faut avoir fait des réactions élémentaires en amont. Faut y penser. Ensuite, il faut que KV fasse la compétence. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Donc il faut créer un maximum de noyaux sur le terrain. Mais du coup, pas besoin de faire des noyaux d'abondance. Ben si, justement. Parce que les noyaux dendro que l'on crée de base avec dans le TCG ne peuvent avoir qu'un seul cumul. Sauf avec la carte, il me semble, on a une carte dans Genshin qui permet justement d'augmenter le nombre de cumuls sur les noyaux. Avec, ouais, c'est ça. Quand vous avez 2 dendro, vous avez la carte d'aptitude, la carte de résonance dendro qui augmente le nombre de cumuls. Donc, la condition pour que KV fonctionne, il faut absolument avoir créé des noyaux en amont. Et c'est ça qui a peut-être joué d'ailleurs. Mais sur le reste, tant que tu crées tes noyaux, tu vas faire des dégâts monstrueux. Ça peut faire un 10 points de dégâts sans problème ce truc. Que fait sa compétence, sa carte d'aptitude? Alors, action de combat. Lorsque votre personnage actif est KV, équipe cette carte. Une fois que KV équipé cette carte, utilise immédiatement ingéniosité artistique une fois. Donc ça c'est la compétence. Lorsque KV équipe cette carte est sur le terrain et que vous déclenchez les effets du scan explosif, ajoute une copie de la carte défaussée dans votre main. Bah, c'est génial! S'il s'agit d'une carte de terrain, la prochaine fois que vous jouez une carte de terrain pendant la manche, coûte 2 dés élémentaires en moins une fois par manche, mais c'est...
J'adore KV. Franchement, là, j'adore. J'adore son set. C'est excellent. Juste excellent. Bonsoir, Miss. Tu viens de rater la description de KV et je dois dire que son set est juste génial. Deck terrain en plus, oui. On va pouvoir jouer des terrains avec KV et si on les pioche avec un scan explosif, on peut le jouer, enfin le récupérer et le jouer gratuitement, une fois par manche bien sûr. Mais déjà rien que ça, économiser 2 dés élémentaires, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. C'est chouette ça. Ah oui, KV qui est aussi le seul à avoir son passif utilitaire comme carte d'aptitude. Exactement, c'est vrai que beaucoup d'autres personnages n'ont pas d'effets qui font référence à leurs aptitudes passives dans le monde ouvert. Mais là, c'est un petit effet en plus là qui nous oriente dans un archétype précis, donc les terrains. Et justement, avec la carte d'aptitude, on aimerait jouer Entre the Storm Terror. Bon, normalement, si tu as joué la carte d'aptitude, c'est que tu as déjà joué Entre the Storm Terror en amont. Mais si tu as un autre terrain ou que tu as d'autres cartes d'aptitude à piocher, pourquoi pas. Mais franchement, son set est super fun. Je le trouve vraiment fun. Je pense pas que ce sera top tier parce qu'il y a de grosses conditions à respecter pour activer son effet de scan, mais si on y arrive, c'est juste vraiment très fun. Ah, on va faire des petits best-of de toutes les cartes qu'on aura pioché avec KV qui vont faire des dégâts mais monstrueux, hein. Ça va être vraiment, vraiment très fun. Suivant. Ah, on passe au boss. Le Narval Stellavor. Stellavor, j'ai oublié le jeu de mots, c'est vrai. Donc, dégâts physiques, 2 points. Ok, donc faut imaginer qu'il fasse un coup de queue physique. Ça marche. Compétence, 3 points de dégâts. Compétence élémentaire, inflige 1 point de dégâts hydro. Ok, c'est nul. Ces dégâts augmentent de 1 tous les 3 PV max supplémentaires. Pardon. Ces dégâts augmentent de 1 tous les 3 PV max supplémentaires accordés par un appétit insatiable à ce personnage. Alors attends, c'est peut-être la passive qui est là, je suppose. Voilà, c'est ça. Alors on va lire d'abord la passive. Appétit insatiable. Capacité passive. Crée un royaume dévorant au début du combat. Les cartes défaussées. On est clairement dans l'archétype défausse. Les cartes défaussées et utilisées depuis votre main seront dévorées. Toutes les 3 cartes dévorées accordent 1 point de vie max supplémentaire au Narval. S'il y a des cartes avec un coût original de d'élémentaire identique, un autre PV max supplémentaire est accordé. Si les 3 cartes sont identiques, un autre PV max est accordé. Mais c'est trop fort! C'est juste trop fort! Vous faites un deck avec que des cartes à 1 et 0, vous êtes quasiment sûr de coup de pouvoir le... Attendez, mais du coup, si je joue une carte de terrain... Si je joue une carte de terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est le crabe avec des PV au lieu du shield. Ouais, clairement, là, on est là-dessus. Mais c'est juste trop... Ah, par contre, il a 5 PV de base. On le voit ici. Non, c'est 5 ou 7? Non, c'est 5. Mais du coup, il a pas de shield. Mais attends, s'il a 5 PV de base au début, ça va être terrible. Mais ça reste quand même extrêmement fort. Oh là 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 là. Et donc, du coup, c'est des augmente de 1 tous les 3 PV max supplémentaires accordés par un appétit insatiable à ce personnage. Peut être cumulé 5 fois. Donc, avec 3D, si vous avez sacrifié plein de cartes, mais beaucoup quand même, hein, vous pouvez avoir du coup 6 points de dégâts sur une compétence. Une carte dont le coût original de dés élémentaire est le plus élevé est ensuite défaussée depuis votre main. Ah, par contre, il sacrifie une carte depuis ta main aussi. Ça va être compliqué à jouer ce truc. 15 cartes. Oui, bah oui, 3 x 5, 15. Faut bien le préparer en manche 1 pour qu'à la seconde manche, il détruise tout, j'imagine. Ben, tour 1, t'auras du mal, je pense, mais faut voir les autres cartes qui vont être rajoutées. Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes qui vont synergiser avec la défausse, mais ça, on va le voir juste après. Déchaînement élémentaire. Voracité ravageuse. Déchaînement élémentaire inflige 1 point de dégâts hydro et inflige 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente et invoque une ombre sombre. Donc que 2 charges, donc c'est facile à atteindre. Que fait l'ombre sombre? En arrivant sur le terrain, optionnez une attaque d'une valeur équivalente au coût de dés élémentaire le plus élevé parmi les cartes que vous avez dévorées et un nombre d'utilisations égal au nombre de cartes dévorées possédant ce coût. Donc si par exemple vous avez dévoré 3 cartes qui ont un coût de 2 et que 2 est le chiffre le plus haut que vous ayez dévoré, vous aurez une ombre sombre qui fera 2 points de dégâts pendant 3 tours. Ok, c'est facile à comprendre. Phase finale. Et lorsque vous annoncez la fin de votre manche, inflige des dégâts électro. Ah, une valeur équivalente à l'attaque de cette carte. Comment ça, électro? Ah bah oui, c'est vrai, le monstre à l'intérieur de la baleine, c'est des dégâts électro qu'il fait.
Bah bien sûr. Équivalent à l'attaque de cette carte, lorsque votre personnage actif subit des dégâts, si le nombre d'utilisations de cette carte est supérieur ou égal à 3, une utilisation est consommée pour diminuer les dégâts de 1. Après le calcul des dégâts, le nombre d'utilisations diminue de 1. Alors, cet effet est totalement broken. Cet effet est juste totalement broken. On va jouer plein de cartes à 3 dans nos decks pour avoir 3 de stack et 3 en coût total. Ça va être juste génial. Du coup, derrière, vous aurez un point de shield en plus et vous ferez 6 points de dégâts en fin de tour parce que ça va s'activer 2 fois. C'est vraiment, 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 vraiment très très fort. Je sens qu'on va faire des nouveaux decks synergie avec les cartes qui se dévorent, ça va être génial. Carte d'aptitude, action de combat. Lorsque votre personnage actif est le Narval Stellaire équipé de cette carte, une fois que le Narval Stellavor équipé de cette carte utilise immédiatement chute d'étoile une fois. Chute d'étoile, c'est sa compétence. Lorsque le Narval Stellavor utilise cette carte, a utilisé chute d'étoile pour défausser une carte de votre main, le soigne pour une valeur équivalente au coût de d'élémentaire de cette carte une fois par manche. Mais c'est trop fort. C'est juste trop fort. Waouh! Heureusement qu'il a un start un peu lent avec 5 points de vie qu'on voit ici, parce que là, ça fait peur. Hein. Ça fait très 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 peur. Hein. Va falloir jouer des decks hyper aggro pour contrer ça, parce que si vous faites des decks lents, les decks lents, ça n'a aucune chance contre ce monstre, hein, clairement. Mais vraiment, hein, si vous jouez un deck lent avec des boucliers et tout, vous n'arriverez pas à le tuer assez vite. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Waouh! Bon, ben, encore une fois, nouvelle mécanique accordée par le Narval qui est vraiment poussée à l'extrême. On nous montre des mécaniques de pioche et de défausse, là, enfin, surtout la défausse. Et là, on nous montre ce que ça fait quand on défausse vraiment plein de cartes. C'est vraiment la nouvelle mécanique poussée à l'extrême. C'est waouh, juste waouh. Ensuite, le Scorpion sacralisé. Donc, on a des nouveaux monstres qui sont sortis. Donc, on voit les deux ici, il y aura encore le boss ici après. Alors, dégâts physiques plus. Enfin, dégâts physiques de 2 sur attaque normale, c'est un monstre électro. Compétence élémentaire, 3 points de dégâts électro et crée une carte bloc d'énergie phagocytaire et à la place aléatoirement parmi les 2 premières positions du dessus de votre deck. Ok, donc ça reprend la mécanique qu'on a eue récemment. Que fait ce bloc? Défausse aléatoirement une carte dont le coût originel de dés élémentaire est le plus élevé depuis votre main et crée un dé de l'élément de votre personnage actif. Oh, c'est bien! Si votre personnage actif est une bête sacralisée, elle obtient une charge. Quoi? Oh, mais c'est trop fort comme effet! Mais attendez, quoi? En plus, c'est vraiment 3 points de dégâts de base, donc c'est pas genre tu fais 2 points de dégâts, t'es un peu lent, non, tu fais 3 points de dégâts. Mais c'est trop fort! Tu crées un dé de l'élément de personnage actif, et si c'est une bête, tu obtiens une charge. Mais c'est trop fort. Et ça fait quoi le déchaînement? Vas-y. Il faut que 2 charges en plus. Déchaînement entière, 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts pour 3 dés et 2 charges, c'est pas beaucoup. On préfère avoir 4 points de dégâts, mais déjà il y a un autre effet. Et défausse un maximum de 3 cartes, bloc d'énergie phagocytaire depuis votre main, et crée un piège à tonnerre sur le terrain adverse. Lorsqu'un personnage du camp concerné a utilisé une capacité, inflige 2 points de dégâts électro au personnage actif de ce camp. Nombre d'utilisation initialement équivalent à la quantité de blocs d'énergie phagocytaire défaussés lors de la création. 3 cumuls max. D'accord, donc soit on choisit de monter l'ulti avec le bloc, soit on essaye plutôt de les conserver en main pour faire un gros déchaînement alimentaire qui fera plein de dégâts à l'adversaire grâce au piège de tonnerre. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. En vrai, c'est fort, c'est super fort. D'un côté, vous allez forcément créer des blocs, de l'autre côté, waouh. Non mais ça va être super fort comme effet en vrai. Si l'adversaire attaque, il se prend 2 points de dégâts électro. En plus, les cartes seront dans les 2 premières de votre deck, donc vous allez récupérer très très vite, à coup sûr au tour suivant, vu que c'est les 2 premières cartes. Faut bien que tous les persos soient OP, sinon les gens ne jouent pas. Ouais, ça doit être ça en vrai. Le narval va totalement détruire le crabe. On n'a que des persos OP pour l'instant. Ouais. Il est remonté à bloc, MDR. Pas mal. Ensuite, son déchaînement, c'était ça. Sa passif, c'est quoi? Ah, il peut revenir à la vie, mais je vois qu'ils ont 10 points de vie. Ah non, c'est pas revenir à la vie. J'ai vu immortel, je me suis dit qu'il revenait à la vie. Non, pas du tout. Donc, passif, à la fin de la manche, créer 2 cartes blocs d'énergie et les place totalement parmi les 10 premières cartes
de votre deck. Ok. Donc il va naturellement créer des blocs dans votre deck. C'est trop fort. Calme ta joie. Bah, c'est trop fort. C'est trop fort. Je sais que j'ai cru que c'était un reset, enfin un revenir à la vie, mais non, c'est bon, tout va bien. C'est juste qu'il va créer 2 cartes pour faire encore plus de dégâts avec son déchaînement. Franchement, c'est trop fort. Il faudra mettre un deck où vous piochez rapidement vos cartes avec l'effet chercheuse, les stratèges, etc. Et derrière, vous récupérez plein de blocs assez rapidement, vous en utilisez plein dans votre main, enfin vous en gardez plein dans votre main, et derrière, bon ben vous faites plein de dégâts. Bon, que fait sa carte d'aptitude? En arrivant sur le terrain, créez une carte bloc d'énergie phagocytaire dans votre main. Attends, quoi? En arrivant sur... Donc c'est une carte qui coûte 0, ça veut dire? C'est une carte que, comme la manifestation du tonnerre par le passé, on peut la mettre directement sur lui? Lorsque l'inscription sacralisée équipée de cette carte est sur le terrain et que vous avez joué un bloc d'énergie phagocytaire, pioche une carte puis crée une carte bloc d'énergie phagocytaire à un endroit aléatoire de votre deck. C'est super fort. Franchement, la carte est super forte. C'est... Je ne sais quoi dire. C'est trop fort. Ça te crée des cartes en continu. Et attendez, il n'est pas marqué une fois par tour, hein. Si? C'est vrai que vous avez joué un bloc d'énergie, pioche une carte, puis créer un bloc. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand tu joues un bloc, tu pioches et tu crées une carte. Et tu peux faire ça à l'infini tant que tu as des blocs. Vu que tu pioches une carte. Alors d'abord tu pioches la carte, puis après tu crées le bloc dans le deck. Mais ça reste super fort. Oh là, vous allez voir des Seriata mais partout. Ceteria, pardon. Vous allez voir des Ceteria mais partout. Vous allez voir des decks qui vont coûter 0, qui vont coûter 0 dans votre main. Vous allez voir des mains vides qui vont se remplir en 3 secondes. Ça va être absolument génial. Très très fort, franchement. Scorpion. Alors, son équivalent, serpent volant sacralisé. 2 points de dégâts. Sa passif, c'est la même, je suppose? Passif, créer 6 cartes blocs d'énergie phagocytaire et les répartit uniformément dans votre deck au début du combat. Donc lui, il les crée directement au début de la manche. Ok, ça marche. Mais il le créera qu'une seule fois. Donc ton deck va être très très vite rempli. Alors j'aime un peu moins parce que ça va vite te bloquer sur tes pioches. Donc il faut vraiment avoir un maximum de cartes de pioche quand vous allez commencer la partie. Sinon vous allez vite vous retrouver avec plein de cartes de blocs d'énergie, mais vous pourrez rien en faire. Mais avec la fournaise, vous allez récupérer la carte d'aptitude. Ça va être tellement fort. Ça va être tellement fort. Oh, la poêle des familles va être tellement bien jouée avec le serpent, avec le scorpion pour récupérer la carte d'aptitude. Et derrière, vous allez pouvoir repiocher vos cartes. Mais ça va être tellement fort. On disait Ayato, ça va être super fort. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Compétence. 2 points de dégâts à Nemo et pioche une carte. Donc déjà, c'est fort. Ah non. Et pioche une carte bloc phagocytaire. Donc vous allez c'est de la pioche ciblée sur une compétence de personnage. Mais c'est quoi ce... C'est de la pioche ciblée sur une compétence de personnage. Mais waouh! Imaginez Yann Fei qui dit pioche une arme de votre deck en faisant une attaque normale, par exemple. Ça serait juste tellement pété. Là, on a un personnage qui vous fait piocher juste parce que vous avez fait sa compétence. Et c'est une pioche ciblée. C'est super fort. Puis pioche une carte pour chaque carte d'énergie dans votre main. Limité à 2 cartes par manche, mais piocher déjà 2 cartes par manche avec juste une compétence, c'est fort. C'est super fort. Bon, que fait ton déchaînement? Vas-y, fais-moi rêver. 2 points de dégâts à Nemo et défausse toutes les cartes de votre main. Ces dégâts doublent une fois toutes les 2 cartes défaussées. Donc il fait 2, puis il fait 4. Si vous avez 2 cartes d'énergie dans votre main. Et si vous en avez... voilà, vous faites 2, puis 4 si vous en avez 2, puis 8 si vous en avez 4 dans votre main. Et 16 si vous avez encore 2 de plus, mais bon là on exagère un petit peu je pense. Mais pouvoir faire 8 points de dégâts comme ça me paraît vraiment sympa. Vivant mercredi prochain, tout à fait. Oh, on va faire tellement de decks différents. Max 32 si tu as une main complète de blocs. T'as max... Ah oui, max 32 si t'as une main complète. Bah oui, forcément, tu fais 2 plus... Attends, bah non. Si t'as une main complète, tu fais... Alors, imaginons que t'aies 10 cartes dans la main. Donc, tu fais déjà 2 points de dégâts de base. T'en sacrifies 2, donc c'est 2 puissance 5. Bah non, ça monte beaucoup plus vite. C'est pas 32, hein, ça va beaucoup, beaucoup plus vite.
Enfin, après, si tu comptes que les cartes qu'il crée, je comprendrais. Mais si tu crées d'autres blocs avec le Scorpion, et je pense que c'est évident qu'on va jouer Scorpion et Serpent ensemble, et que tu es vraiment 10 cartes en main, tu doubles, donc tu fais 2 d'abord, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64. Ça peut bien montrer... Non, ça double encore. T'as oublié de prendre le doublon encore. Ça peut monter à 64 du coup. Vu que tu fais déjà 2 de base. Tu fais 2 en n'ayant aucune carte, donc ça peut monter jusqu'à 64 si tu as 0... si tu as... pardon. C'est ça, ouais. Si tu as 0 stack dès le début. Donc ça peut monter très vite. Ouais, puissance 6, c'est ça. Bon bah franchement, rien à dire, ça va être vraiment, vraiment fun à jouer. Bon, par contre, c'est du mono-cible, hein. Même si t'es Anemo, tu vas faire du mono-cible, ça c'est sûr et certain. On va pouvoir chercher des kills assez facilement, et si le monstre en face est vraiment solide, En fait, il peut tuer il peut tuer le... Il peut tuer le crabe. Clairement, le serpent, là, peut tuer le crabe si vous avez récupéré beaucoup de cartes, et donc faire un one-shot sur un crabe. Ça, c'est un contre direct au crabe qui serait un peu lent. Derrière, vous mettez le serpent, vous récupérez plein de cartes dans votre main avec son déchaînement qui sera très facile à récupérer, vu que les blocs d'énergie vous permettent de créer une charge. C'est excellent. Le crabe qui se fait détruire. Ouais, en fait, il n'y a pas eu de nerf du crabe, mais par contre, il y a eu plein de cartes pour le contrer, là. C'est Ayato qui est buff avec les dégâts en plus, lui qui existe, c'est juste génial. Allez, next. Ah, garde de l'Oasis à Pep. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il fallait bien un adversaire à sa taille, tout à fait. Donc 2 points de dégâts physiques, ok, donc pas de dendro sur l'attaque normale. Compétences. Ah bah déjà, on va lire la passive, pour être sûr. Passive. Crée 6 cartes éveil de congénères et les répartit aléatoirement dans votre deck au début du combat. Lorsque vous avez invoqué 6 organismes proliférants, ce personnage obtient un cœur revivifié de l'Oasis et 2 points de bouclier. Lorsque vous jouez ou défaussez cette carte, donc éveil de congénère, bah voilà, c'est ce que je disais. Lorsque vous jouez ou défaussez, donc c'est bien un personnage qui a profité de l'effet de défaussement. Excellent. Invoque un organisme proliférant indépendant. Un organisme proliférant indépendant fait 1 point de dégâts d'Endro pour une utilisation. Ok, c'est pas trop pété non plus. Cœur vivifié de l'Oasis. Dégâts infligés par le personnage affecté plus 3. Ok. Lorsque le personnage affecté a utilisé une capacité, la nutrition de l'Oasis sur votre terrain est annulée et chaque cumul soigne le personnage affecté pour 1. Quelle nutrition? On n'a pas encore vu ça. C'est sûrement sa compétence. Cette carte coûte 2 dendro. On le voit dans la vidéo. Cette carte coûte 2 dendro. On la voit piocher? Ah oui. D'accord, donc mais par contre c'est marqué lorsque vous jouez ou défaussez, donc c'est pour ça. Elle coûte très cher, mais par contre, vous allez pouvoir... Ah bah oui, c'est ça du coup. Il faudra jouer que des cartes à 0 ou à 1 dans votre deck, et les cartes qui coûtent 2 comme celle-ci se feront détruire quand l'effet sera détruit la carte au coût le plus haut dans votre main. Ça va être génial, franchement ça va être génial. Ça va être génial. Bon par contre, je reviens sur cette question, c'est quoi la nutrition de l'Oasis? Ça doit être sa compétence, je suppose. Ah oui, c'est ça. Inflige 2 points de dégâts d'Endro, puis pioche une carte, éveil de congénère, et crée un cumul de nutrition de l'Oasis. Éveil de congénère, lorsque vous jouez ou cette carte invoque un organisme proliférant indépendant. Nutrition de l'Oasis, lorsque vous jouez un éveil de congénère, dépense 1 dé élémentaire en moins. Nombre d'utilisation 1 peut être cumulé 3 fois. C'est génial. C'est génial, dépense 1 d'élémentaire en moins. Bah, c'est génial. Et du coup, il sacrifiera ces stacks-là pour se soigner à la place. Et que fait le déchaînement élémentaire? 4 points de dégâts pour 2 charges, donc c'est déjà très fort. Pioche une carte éveil congénère et crée 2 cumuls de nutrition de l'Oasis. Oh, putain, mais c'est trop fort! Cette synergie! Où sont passés nos Keia? Où sont nos Diluc, là? Avec 3 points de dégâts, tu tapes, ça coûte moins cher, fin. Alors que là, c'est tu pioches des cartes, tu crées des organismes, tu me poses des effets, mais c'est juste génial. Oh là là. Donc ça, on l'a déjà lu. Et que fait la carte d'aptitude? Donc, en allant sur le terrain, créez 4 cartes avec congénères à des endroits aléatoires de votre deck. Lorsque le garde de l'Oasis à Pep équipé de cette carte est sur le terrain, dégâts infligés par vos organismes proliférants plus 1.
Et en plus, cette carte doit sûrement coûter 0 vu qu'il n'y a pas de compétence ou autre. Donc soit elle coûte 1, soit et vous pouvez l'équiper directement, soit elle coûte 0 et pareil, vous pouvez l'équiper directement. Mais c'est juste trop fort! Et surtout, vous pouvez avoir deux dans le deck, donc vous pouvez mettre deux fois des cartes d'éveil de congénères. Mais c'est trop fort! C'est trop fort, c'est trop fort! Oh, on va se marrer là, franchement, on va vraiment se marrer. Surtout que là, actuellement, on a des decks qui peuvent très très vite vider votre deck vraiment rapidement et faire une chasse au trésor. Et là, on va juste vider notre deck et piocher tous les congénères en deux secondes. Ça va être... Et même pas besoin d'ailleurs, j'y pense, vu que c'est une pioche ciblée. Donc, vous en fichez de piocher vos cartes ou autres. De toute façon, vous allez sacrifier les bonnes cartes derrière. Oh, c'est trop fort, c'est génial. Tellement de nouvelles choses. Ok, on a fait le tour des personnages. Waouh, il est quelle heure? On a fait 1 heure. Excellent. Bon bah voilà, on a vu tous les personnages, il est temps maintenant de passer aux nouvelles cartes, hein. Donc ça c'est les cartes d'équipement, donc on va continuer. Alors, nouveau artefact, chasseur de la maréchaussée, donc c'est, pour rappel, celui qui coûtait que 2, vous rendez, quand vous receviez des soins ou des dégâts, dans un premier temps, vous récupérez un dé de l'élément du personnage équipé, et dans un deuxième temps, vous piochez une carte quand vous recevez du soin ou des dégâts. Quel deck pour rappel? Bah tous les decks avec... en fait, juste, juste ça, avec ça marcherait en vrai hein, déjà. Hein. Apep pioche directement ses cartes. Après, vous pouvez jouer des personnages qui sacrifient des cartes de votre main aussi. Donc Xignan, ça fonctionne. Bah le... Hop. Narval, ça fonctionne. C'est pareil, hein, vous pouvez sacrifier les cartes de votre main qui sont les plus coûteuses. Donc ça peut être les cartes que Apep crée. Donc franchement, là, Narval avec Apep, ça va être vraiment super fort. Ça va être excellent. L'anticops chelou d'Apep, c'est ça. Par contre, on en parle qu'Apep et la baleine ont eu leur carte avant Andros. Bah, je pense qu'il sera jamais en carte, j'ai l'impression, lui. Hein. À moins qu'ils sont en train de se casser la tête parce qu'il serait assez proche de la Lamonie vu qu'il fait Anemo Cryo. Je sais pas, peut-être qu'ils essayent de l'équilibrer comme ils peuvent. À voir. À voir, à voir. Du coup, pour revenir sur Maréchaussée, donc, donc sa version améliorée, ce sera 3D neutre, donc facile à équiper. Pour rappel, le dernier 3D neutre est passé en 3D identique parce que c'était trop fort, donc voyons voir ce que ça donne ici. Alors, lorsque le personnage a subi ou reçu des soins, l'effet diffère selon le nombre de déclenchements pendant la manche, donc c'est le même effet pour l'instant. Au premier déclenchement, créez un dé de l'élément du personnage, ok, c'est le même effet. Au deuxième, pioche une carte. Au quatrième, créez un dé de l'élément du personnage. Alors ça, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il passe de 1 à 2 comme pour l'autre, et là, il passe directement à 4 pour recréer un dé de l'élément du personnage. En vrai, le premier est déjà mieux. Celui qui coûte que 2 est déjà mieux en vrai. Faut voir après, parce que si on peut se soigner, euh, encore une fois, lorsque le personnage a subi ou reçu des dégâts, donc c'est le personnage qui a équipé l'équipement, hein, donc c'est pas un autre, hein, c'est vraiment lui. Donc à moins de jouer dans un deck qui a plein de soins ou qui reçoit beaucoup de dégâts, ben, activer le quatrième effet, ça va être compliqué. Hein. Mais par contre, ça reste intéressant, mais juste le premier qui coûte que 2 est déjà meilleur, je trouve. Hein. Upgrade direct du visage du vétéran. Ouais, bon, mitigé. Mais en effet, l'effet est intéressant vu que vous récupérez encore un dé derrière. Donc si on se soigne facilement avec les personnages, avec Neuvillette, avec Riolet, oui, enfin, le quatrième déclenchement sera très fort. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de troisième est un peu triste en vrai. Mais bon, c'est correct. Je pense que celui qui coûte que 2 est déjà suffisant, mais si on veut aller plus loin, c'est pas mal. Alors, le troupe doré, donc cette fois-ci c'est la version améliorée. Pour rappel, le premier troupe doré coûtait 0 et diminuait de 1 le coût d'une compétence si votre personnage était en retrait. Donc il faut que le personnage soit en retrait, faire fin de tour, son coût de compétence va diminuer de 1 pour la prochaine action et ça peut vous être cumulé 2 fois. Cette fois-ci il va coûter 2. Phase finale accorde 2 points de rémunération à cette carte si le personnage affecté est en attente. Ok, donc c'est le même truc peut être cumulé jusqu'à 4 points. Et lorsque vous jouez une carte d'aptitude sur le personnage ou que le personnage utilise une compétence élémentaire, consomme la rémunération et dépense un élémentaire en moins pour chaque point consommé. Super fort. Très franchement, déjà que le premier trou doré était pas mauvais, celui-ci il est vraiment excellent. Carte d'aptitude,
ou compétences élémentaires. Donc les personnages qui vont jouer les cartes d'aptitude ou les compétences vont vraiment adorer cette carte. Surtout que c'est 4 cumuls max, donc vous pouvez avoir d'autres cumuls en attente pour les prochains tours. Ça va être vraiment, vraiment très fort. Et il coûte que 2. Bon, 2 dés identiques certes, mais 2 dés quand même. Donc un petit Timaeus et ça passe. Ce serait trop drôle que tes prédictions s'avèrent vraies pour la 4.8. Upgrade... Ah, peut-être, on verra. Je sais pas s'ils vont l'upgrade plus tard, mais ça pourrait être sympa. Ensuite, donc la fleur du pari perd. C'était la fleur d'améthyste en version qui est sortie juste à la version d'avant et qui coûtait que 1 et qui augmentait, enfin qui vous donnait des cumuls si vous faisiez des dégâts d'Endro. Bref, c'était assez galère à activer. Et d'ailleurs, c'était quasiment pas joué. Hein. Je pense que j'ai dû voir ça sur un deck vite fait, mais c'est trop galère. Si le personnage affecté est actif et qu'un adversaire a subi des dégâts, cumule 2 cristaux de Corol. Si des dégâts d'Endro. Si ces dégâts sont des dégâts d'Endro. Ou déclenche une réaction liée à l'élément d'Endro. Ah, donc là c'est déjà mieux en vrai. Lorsque les cristaux de Corol sont supérieurs ou égaux au nombre de cartes dans votre main, créez un dé Omni 2 fois par manche et un seul personnage. Ok. C'est quasiment le même autre effet, sauf que là c'est également déclenché à une réaction liée à l'élément d'Endro. Ça on n'avait pas ça, c'était forcément des dégâts d'Endro qu'il fallait appliquer. Donc là, lorsque les cristaux de Corol sont supérieurs ou égaux au nombre de cartes dans votre main, créez un dé Omni. Donc il faut avoir peu de cartes en main, ça peut fonctionner avec, du coup peut-être qu'on verra dans les decks Nilou maintenant les améthystes pour créer des noyaux enfin pour créer justement des noyaux, enfin j'ai dit encore noyaux mais en fait ce sont des dés Omni. Mais intéressant, intéressant. Il coûte 2, il peut te rendre 2 par tour. À voir, en vrai, à voir, ça peut être pas mal. Ah, les cartes d'équipement côté armes, du coup. Donc l'arme de Riolet. Supervision de trésorerie. Lorsque le... Alors, il coûte que 2 par contre. C'est pas l'arme la plus forte. Enfin, c'est pas l'arme améliorée. C'est l'arme juste en dessous. Lorsque le personnage a subi des dégâts ou reçu des soins, la prochaine attaque normale du personnage pendant la manche coûte 1 des neutres en moins. Et les dégâts infligés augmentent de 1. Ben, c'est excellent. C'est excellent. Ok, ben, pour 2, tu fais plus 1 point de dégâts et tu coûtes moins cher en attaque normale. Et c'est 2 fois par manche, hein, donc parfait. Une arme parfaite pour Riosley. C'est excellent. En fait, n'importe quel catalyseur qui fait attaque normale comme Neuvillette ou Riolet peut équiper cette carte. C'est vraiment très très bon. C'est pour Rio et Neuvillette, tout à fait. Voilà, t'as très bien résumé. Ensuite, ah bah lui, je sais, enfin, il existe hein, dans le dans le monde ouvert, mais je pense que cette carte n'a jamais été, enfin cette arme n'a jamais été jouée sur Genshin dans n'importe quel set. Hein, en vrai, donc on va voir ce que ça donne dans le TCG. Donc 2 dés identiques. Lorsque vous avez joué une carte d'action sans carte, une carte d'action sans carte du même nom dans votre deck de départ. Attendez, rien que la première phrase, cette carte te demande de jouer un deck qui n'a pas de doublon. Je l'ai même pas cette arme. Ah, c'était pendant un event, c'est pour ça. Au tout début de Sumeru, il me semble. Cette carte te demande de jouer une carte d'action qui n'a pas de carte du même nom dans ton deck de départ. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu les decks Reno sur Hearthstone où tu joues pas de cartes en doublon. Toutes les cartes doivent être différentes. Donc cette carte cumule 1 point de chasse et pêche. Donc ok, peut être cumulé jusqu'à 2 points. Un maximum de 2 points peuvent être cumulés par manche. Lorsque le personnage utilise une capacité, si cette carte possède des points de chasse et pêche, ils sont tous consommés pour augmenter les dégâts et la capacité de 1, et chaque point consommé permet de piocher une carte. Alors son effet est vraiment spécial, mais sa condition pour l'utiliser est vraiment pénible. Parce que jouer un deck de 30 cartes différentes, croyez-moi, c'est un peu chiant. Mais vraiment, hein. C'est un peu pénible. Mais l'effet est très sympa. Si cette carte possède des points de chasse, donc les points de chasse obtenus, tac tac tac, cumule un point de chasse et de pêche, peut être cumulé jusqu'à 2 points. Donc c'est juste en jouant des cartes d'action. Hein. Donc cartes d'action, pour rappel, ce sont toutes les cartes que vous voulez. Donc à chaque fois que vous jouez une carte, vous récupérez des cumuls, pouvant être cumulés 2 fois max par tour, mais pouvant en stacker du coup 2, si j'ai bien lu. Peut être cumulé jusqu'à 2 points et 2 points de stack maximum. Donc grâce à cet effet, vous allez pouvoir faire 2 points de dégâts en plus et piocher 2 cartes.
C'est fort. Pour 2K, enfin pour 2D en plus, c'est pas dur à équiper, hein. 2D, c'est vraiment pas dur à équiper. Ah, il y a du potentiel. L'effet de base est un peu pénible, mais en vrai, il y a du potentiel. Je mets ma petite astérix sur cette carte, et là, les archers vont pouvoir se faire plaisir, en vrai. C'est chaud de mettre 30 cartes différentes. Pas tant que ça. C'est même possible, 30 cartes différentes, c'est full hasard. Non, pas tant que ça. Comme vous avez votre... Enfin, ça, maintenant qu'on avance beaucoup dans le TCG, depuis la 3.3, on a énormément de cartes qui ont à peu près les mêmes effets, sous différentes conditions d'activation. Donc la fée chercheuse et stratège étant les meilleurs exemples, hein. Une vous fait piocher 2 cartes pour 1, et l'autre 3 cartes pour 1, sauf qu'il faut attaquer 3 fois. Mais en soi, vous pouvez piocher avec plein de cartes différentes. Exemple très simple, vous mettez un Wagner avec 2 autres armes, et puis derrière vous mettez une de Nyarzad, vous mettez un Timaeus, vous mettez 6 artefacts différents. Bref, il y a moyen de gruger. Il y a vraiment moyen de gruger pour mettre 30 cartes différentes tout en ayant quelque chose de vraiment stable. Gide, tu oublies les cartes qui génèrent les cartes. Ah bah oui, pareil, c'est vrai ça, les cartes qui génèrent les cartes peuvent également fonctionner. Donc, il y a tellement de trucs à faire en vrai. Il y a tellement de trucs à tester avec ça. Bah, à mon avis, ça va être un des decks les plus durs à trouver, vu qu'il faudra faire quelque chose de vraiment, vraiment centré sur l'optimisation. Ça va être quelque chose. La carte d'arme de Sumeru, donc 3D neutre, apparat de la forêt. Dégâts infligés par le personnage plus 1. Donc ça, c'est le truc de base. En arrivant sur le terrain, la prochaine fois que le personnage affecté a utilisé une attaque normale pendant la manche, donc pareil, il faut faire attention à ça, vous l'équipez, mais il faut vous assurer de pouvoir attaquer derrière, créez 2 dés de l'élément du personnage. Ok, donc c'est exactement le même effet que l'arme. Pardon. C'est exactement le même effet que l'arme à une main, qui, quand vous attaquez, vous récupérez 2 dés identiques de votre élément du personnage. Ok, ben, très très bon rajout. L'épée était jouée avec généralement Bennett, il me semble, ainsi que Ayato, ou du moins les épéistes qui font des attaques normales. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Boire. Bonne idée, tiens, Miss. Merci pour les bits. Enfin, merci pour les points de jetons. C'est important de s'hydrater, surtout quand on parle beaucoup trop. Donc oui, une carte qui pourrait être adaptée, il faut voir pour qui on la met. En fait, ça fait une troisième option intéressante si on n'a pas la mort du loup pour récupérer des dés et voir du coup attaquer encore plus souvent. Ah, l'arme de Furina. Alors, splendeur des eaux calmes. Donc épée à une main, forcément, lorsque votre personnage a subi des dégâts ou reçu des soins, donc déjà l'effet est très très plaisant. Cette carte cumule 1 point d'éclat lacustre. Lorsque le personnage effectue une attaque normale, si la carte a 12 points d'éclat lacustre, ils sont consommés pour que la capacité coûte 2 dés d'éléments neutres en moins, que les dégâts infligés augmentent de 1 et que les personnages affectés soient soignés pour 1. Enfin, que le personnage affecté soit soigné pour 1, une fois par manche. Peut être utilisé, équipé son personnage d'épée à une main, nanana. Ok, par contre, c'est 12 cumuls. Lorsque votre personnage a subi des dégâts ou reçu des soins. Ah non! C'est marqué lorsque votre personnage a subi des dégâts et reçu des soins, mais c'est pas marqué le personnage équipé de cette arme. Ça peut être n'importe qui. Si c'était personnage actif ou autre, ça serait indiqué, mais le personnage équipé de cette arme n'a pas été indiqué. Voilà, personnage affecté, c'est ça. Donc là, non, c'est vraiment les personnages que on veut. C'est comme la lance de Yao Yao, enfin la lance qui a été rajoutée à la dernière mise à jour, qui vous montre votre ulti à chaque fois que vous recevez des soins ou des dégâts. Du moins sur le personnage actif, non, il me semble que c'est tout le monde. Non, c'est le personnage actif, il me semble. Mais là, c'est tout le monde. C'est votre personnage. Donc, ah, quoique, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que un de vos personnages... Non, je pense que je m'enchante trop. Je pense que c'est seulement le personnage qui est équipé. Des cartes d'événements, on y arrive. Oui, on y arrive, on y arrive. Donc, non, ok. Mais par contre, 12 points, c'est assez chaud en vrai à récupérer, hein. Mais par contre, 2 dés en moins, soigne votre personnage. En vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal. Très bonne arme, mais un peu trop ciblée, hein. Elle est clairement faite pour Furina, hein. C'est sûr et certain. Carte d'événement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop stylé! Raiden face au serpent. Ah, depuis le temps qu'on voulait le voir, ce serpent, là en TCG.
Ancienne bataille féroce. Oh, elle est stylée. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que je vais garder l'artwork pour autre chose. Diminue les charges d'ulti du personnage actif adverse de 1. Mais c'est génial! Stylé, ouais, très stylé. Mais attends, mais cet effet est génial! Ça ralentit considérablement. Alors, je sens que ça va être faible tout de suite, mais si, comment dire, l'effet de la carte en plus du visuel, ouais, c'est franchement, je sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu faible parce que contre un deck qui n'utilise pas le déchaînement, ça va être un peu faible, mais juste déjà empêcher l'adversaire de faire un déchaînement élémentaire, ça peut être très très fort, mais en plus la carte coûte 0. C'est l'artwork est stylé, franchement j'adore l'artwork. Mais en vrai ça peut être très très fort dans certaines situations, mais ça va être compliqué à me placer parce que en début de partie on s'en fiche des déchaînements. Sauf peut-être pour Raiden justement, pour l'empêcher de le charger son ult. Mais ça peut faire gagner un timing précieux en vrai. Empêcher l'adversaire de faire son déchaînement élémentaire au début de partie, ça peut être très fort en vrai. Pratique pour enterrer l'adversaire, oui. Oui, oui, oui. Donc on la garderait en main de départ, on empêcherait l'adversaire de faire son... Enfin, on laisserait l'adversaire faire une attaque normale, mais derrière il perdrait son déchaînement. Ah, ça peut être pas mal en vrai pour contrer des stratégies de combo. Ah, mais le truc c'est qu'il y a d'autres cartes d'arcane qui seraient juste meilleures en vrai. Faut voir s'il aura sa place. Mais l'effet est très bien, hein. Ça c'est sûr, l'effet est vraiment très bien. Selon les decks que tu affrontes. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça serait une carte typique de tournoi, mais pas dans Arène des Champions. En tournoi, il y aurait forcément une méta qui va se créer et il y aura forcément des counter decks qui vont se mettre en place. Mais là, cette carte, clairement, elle est forte, mais en même temps, je la trouve forte et pas très forte, enfin pas très intéressante en même temps parce que c'est assez spécifique. C'est compliqué. Ah, mais j'adore. En vrai, j'adore. Ah, oh et justice, c'est la carte de Fontaine? Ouais, c'est la carte de Fontaine. Donc, la carte de résonance de Fontaine. Distribue équitablement les PV de personnages non éliminés et les soigne tous de 1 point. C'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. T'aurais genre un personnage à 2 points de vie, 4 points de vie, 6 points de vie, ils seraient tous à 4. Et à l'inverse, tu aurais un personnage à 1 point de vie et les deux autres à 10. Ça ferait quoi? Ça ferait 21 points de vie au total, donc ça ferait 7 points de vie chacun. Donc tu te soignerais tout le monde, enfin tu soignerais le mec à 1 point de vie de 6 points de vie, ils seraient tous à 7, puis ensuite ils reviennent à 8 points de vie grâce aux soins. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait une nouvelle carte de fontaine vraiment intéressante à jouer. Furina Novillette, ils vont kiffer. Clairement là, Furina Novillette avec cette carte, ça va être très très fort. Alors, spectacle imminent. Attends, c'est encore une carte d'arcane? Non, c'est pas une carte d'arcane. Non, c'est... ok, donc ça c'est une carte d'arcane, ça c'est une carte de résonance, et ça c'est une carte en plus. Ok. Donc l'inné. Donc 3D par contre, c'est 3D Omni, c'est très cher, hein. Convertis tous vos dés en dés Omni et pioche 4 cartes. Lorsque cette carte est défaussée depuis votre main ou de votre deck, créez une carte spectacle imminent qui coûte attends, qui coûte un dé élémentaire de moins que la carte défaussée et la place au-dessus de votre deck. Voilà, je vous disais un truc, il va forcément y avoir une carte qui va profiter de l'effet de défausse. Bah voilà, elle est là. Elle est là, parce que comme c'est pas une carte d'arcane ou quoi, ce sera une carte d'événement, on va en avoir deux dans le deck. C'est génial. Franchement, convertis tous vos dés en dés Omni et pioche 4 cartes, c'est super fort. Donc vous allez la défausser, vous allez en créer une dans votre deck qui coûtera moins cher. Et la place au-dessus de votre deck. C'est ça qui est fort aussi, vous allez pouvoir la récupérer derrière. Donc derrière, si vous la défaussez encore, bah, vous allez forcément la réduire encore, et ainsi de suite. Par contre, la carte d'événement de Xiao a été jouée avec son coût 4. Elle a été jouée? Non, jamais. Enfin, elle a été jouée au début parce que ben il y avait l'Océanique qui était très forte et c'est tout. Mais la carte de Xiao, là, elle a jamais été jouée, hein. Ça, je le garantis. Je me demande si elle s'appelle Spectacle imminent 2 puis 1 pour l'arc. Ah, peut-être. Parce que là, c'est vrai qu'il est marqué 3. Mais comme tu le dis, peut-être que le nom va changer avec le fait que le... Ah, ça fait comme un show en plus 3, 2, 1. Et là, tu pioches 4 cartes, c'est la fête. Oh, trop bien. En vrai, c'est super. Surtout qu'elle peut tomber à 0 si vous faites plein de défausses, hein.
En vrai, cette carte est excellente. Cette carte est juste tout bonnement excellente. Et défaussée depuis votre main ou votre deck. Donc ouais, franchement, cette carte va être dans tous les decks défausse. C'est sûr et certain, c'est une évidence. C'est une évidence. Allez, carte de soutien. Oh, mausolée du roi d'Eshret. Coûte 1, donc carte de terrain, c'est ça? Non, ah oui, carte de soutien, mais c'est un terrain du coup? Ouais, les soutiens, c'est forcément des terrains de toute façon. Merci, c'était pour savoir, pas de souci. Ouais, la carte de Xiao, elle était pas du tout présente, hein. C'était vraiment une carte qui a été mise de côté pendant très longtemps, sauf au tout début quand l'Océanide était vraiment très forte. Mais à part ça, elle n'a jamais été jouée. Lorsque votre adversaire a pioché un total de 4 cartes, ok, donc on la pose, ça va prendre des stacks. Défausse cette carte et crée 2 cartes connaissance interdite au-dessus du deck de l'adversaire, puis jusqu'à la fin de la manche, crée une carte connaissance interdite à un endroit aléatoire du deck de l'adversaire. À chaque fois que ce dernier a pioché une carte. Est-ce qu'on peut savoir ce que font les cartes connaissance interdite, s'il vous plaît? On peut pas savoir? Non, on peut pas savoir. Connaissance interdite, c'est quoi? Le contre-trésor, sûrement, ouais. Sûrement ça. Mais c'est quoi une connaissance interdite? Ça fait quoi comme effet? Ça coûte cher? Ça sert à rien? Ça fait quoi? Bon, bah, on pourra pas savoir avant la mise à jour, j'ai l'impression. Contrairement à Furina, on a pu voir ces différentes phases, mais là, on ne sait pas à quoi sert la carte connaissance interdite. C'est une surprise, bah ouais, malheureusement. Alors ensuite, on n'a que 4 cartes au final après. Donc la deuxième, ruine du laboratoire central, donc on voit bien le terrain de Fontaine. Lorsque vous avez défaussé ou harmonisé une carte, qu'est-ce que ça veut dire harmoniser une carte? Défausser, je comprends. Harmoniser, peut-être créer, je sais pas. Cette carte cumule un point d'avancée expérimentale. En atteignant 3, 6 et 9 points d'avancée expérimentale, accorde un dé omni, puis défausse cette carte si l'avancée expérimentale a atteint un minimum de 9. L'utiliser pour changer un dé. Ah, c'est ça, d'accord, ok, c'est le terme pour sacrifier entre guillemets une carte de ta main et la créer en dé. Transformer ce dé. D'accord, ok. J'avais plus le terme en tête, désolé. Bon, bah, merci de m'avoir rappelé. Donc harmoniser, c'est quand on sacrifie une carte de sa main pour la transformer en un dé de l'élément du personnage actif. Voilà, comme ça j'ai mis la définition claire et précise. Donc du coup, quand on sacrifie des cartes ou qu'on en défausse, on récupère des stacks qui vont nous créer des dés omni. Et c'est très bien parce que la carte coûte que 1. Donc c'est excellent dans un deck où on voudrait justement faire des cartes à très bas coût. Monsieur Arthur. Lorsque vous avez défaussé ou harmonisé une carte, cette carte cumule un point de piste journalistique. Peut être cumulé jusqu'à 2 points. Donc défaussé ou transformé, ok. Si cette carte a cumulé 2 points de piste journalistique, les consomme et crée une copie de la carte au-dessus du deck de l'adversaire pour la placer dans votre main. C'est rigolo, ça coûte 0 en plus. Ouais, bon, en vrai c'est bien. En vrai c'est bien, ça coûte 0, ça a un effet sympathique. Trop random, ben, c'est marrant. À la limite, c'est marrant, mais ça te crée une carte. Et comme les decks des adversaires sont censés être bien créés, tu vas forcément piocher une bonne carte. Donc en vrai, non, j'aime bien. C'est pas random vu que les decks, je le redis encore une fois, les decks adverses sont censés être bien construits. Donc il y a de fortes chances que tu pioches une carte qui a été bien pensée dans le deck adverse. Intéressant. En vrai, ça coûte 0. Tout ce qui coûte 0 est intéressant. Et enfin, la dernière carte, ça va. Donc c'est sûrement la graine qu'on récupérait à Sumeru. Non, c'était dans le gouffre. C'est dans le gouffre qu'on ramenait à Sumeru, il me semble. Alors, au début de la phase d'action, défausse un maximum de 2 cartes dont le coût de dés élémentaires est le plus élevé depuis votre main et cumule 1 point de souvenir et rêve par carte défaussée. Peut être cumulé jusqu'à 2 points. Au début de la phase d'action. Donc on va poser la carte. Phase d'action, normalement, c'est maintenant, je dirais. Défausse un maximum de 2 cartes dont le coût de dés élémentaire est le plus élevé depuis votre main et cumule 1 point de souvenir et rêve pour chaque carte défaussée. Donc normalement, si tu as 2 cartes en main, tu sacrifies les deux quoi qu'il arrive. Lorsque votre personnage utilise une capacité, si vous n'avez pas joué de carte d'action pendant la manche,
consomme 1 point de souvenir et rêve pour que la compétence coûte 1 dé élémentaire en moins. C'est pas mal. Non, le début de ta phase d'action, c'est après le lancer des dés. Ouais, donc c'est vraiment quand on début de partie au début. Ok. Bah, en fait, c'est bien. C'est même mieux. Parce que ça veut dire que tu vas devoir forcément piocher 2 cartes en fin de tour. Et la carte va s'activer au début du prochain tour. Donc comme ça, tu auras à coup sûr les 2 cartes en main. Bah en vrai, c'est fort. En vrai, du coup, c'est fort. Parce que si t'as que cette carte-là en main directement, ben ça servira un peu à rien. Par contre, là, au début du prochain tour, tu vas sacrifier tes 2 cartes pour ensuite récupérer des cumuls qui te permettront de coûter moins cher tes attaques élémentaires. Ok. Ben c'est sympa. C'est correct, ça coûte 0. Encore une fois, tout qui coûte 0 est sympa. Donc vraiment, vraiment pas mal. Et après, on aura un mode acharné, phase de lancer, accorde 4 dés omni et 4 dés élémentaires aléatoires. La première carte d'action, jouée à chaque manche, coûte 2 dés en moins. Le changement de personnage constate qu'on a une action rapide. Ouais, c'est le truc classique. Bon bah ça y est, on a fait le tour. On est arrivé au bout. Oh là 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 là. Cette carte, elle va être géniale avec les cartes de défausse. Très bonne carte d'armes. Intéressant pour de... Sûrement un teasing pour un futur deck, ça, hein, clairement. Hein. Quand on aura des cartes qui vont avoir le même effet, qui est avoir des cartes qui n'ont pas le même nom dans votre deck, je pense que cette carte, elle aura tout son sens. Là, toute seule, en vrai, elle va peut-être pas être efficace, mais elle annonce quelque chose, je le sens. La méta défausse en marche, exactement. Là, clairement, la méta défausse, elle arrive, et ça va être génial. On a la méta défausse, tout en ayant la méta soin qui est énormément buffée avec les nouvelles cartes et l'arrivée évidemment de Riolet, Furina. Là, la méta soin, elle va exploser avec elle. La défausse avec ces trois-là va être juste géniale. Et eux, n'en parlons même pas. Ils vont ramener quelque chose d'encore plus nouveau, mais ça va être juste génial. Ils préparent le terrain, très certainement. Très très certainement. Bon ben voilà. On aura fait le tour. Franchement, je suis très très satisfait de ce qu'ils annoncent. Hâte de tester tout ça. On essaiera Furina également. Il y avait qui d'autre qu'il fallait tester absolument. C'était quel personnage qui avait un effet que je comprenais pas? C'était lui ou c'était l'autre? Je sais plus. Bon, bref. De toute façon, il faudra tout tester. Évidemment, je donnerai rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour un gros live qu'on fera au matin et au soir. Il y aura forcément les invocations aussi à faire avec Chlorinde, si je ne me trompe pas. Chlorinde en phase 1 avec Cetos. Donc phase d'invocation le matin et le soir on fera tout le contenu TCG. Fiona qui devient le centre de l'attention. Ah oui c'est ça. Merci. C'est ça. Cetos et Cave. Ouais. Cetos Kaiba. Ah oui, je vois la ref. Ouais, donc on verra ce que fait Furina. C'est quoi le centre d'attention? Ça me paraît étrange comme effet. Mais pour le reste, ouais, ça. Xingyan qui a un effet, mais waouh, rock'n'roll, exactement. Yunjin qui donne un mais un burst sur les dégâts d'attaque normale, mais énorme. Ça va être génial. KV pareil, hein, Leno Dendro, ça a l'air très très fun avec lui. Ce sera peut-être pas très fort par rapport au reste, mais ce sera très fun vu que tu peux piocher des cartes qui coûtent 3 et hop, ça explose. Seto Kaiba, ouais. J'ai déjà lu ça. Bon ben voilà, on a fait le tour des cartes, ben voilà. J'espère que ça vous a plu, que on a analysé assez correctement tout ça. Les attaques normales en force, ah bah oui, clairement la Yunjin avec son boost, mais avec sa carte d'aptitude, c'est énorme quoi, c'est dégâts plus 2 si t'as aucune carte en main. C'est... Voilà. Et t'as 3 cumuls avec son déchaînement directement, c'est juste trop fort. Imaginez Yunjin. Enfin, t'as fait le déchaînement de Thomas. Tu fais le déchaînement de Yunjin. C'est-à-dire, t'as Ayato qui est déjà prêt avec sa compétence qui est placée. Tu fais des dégâts monstrueux. Ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment génial. Parce que les deux autres personnages vont faire du shield, donc vous aurez de la temporisation. Et vous aurez même de la cristallisation avec Yunjin et Thomas si vous synergisez entre les deux. Donc il y a moyen de faire un truc comme ça. Vu qu'il y a 3 éléments, vous pouvez faire un deck triple élémentaire avec les artefacts. Donc ouais, ça va être vraiment, vraiment sympa. Il y a moyen de faire des choses sympathiques, mais vraiment, vraiment fortes en plus. Ah là là, Riolet, bon, il va se jouer sûrement avec Xingqiu, et sûrement se jouer avec Yelan.
Furina également, bien sûr, hein, tout ce qui marche avec du soin sera pas mal avec lui, vu qu'il est de fontaine. Je pense qu'il sera fort dans les decks gel, évidemment, hein, pour empêcher l'adversaire de se déplacer, pour mettre du cryo en permanence sur l'adversaire. Donc il faudra des très bons supports hydro, donc Xingqiu, Furina, Riolet, ça peut être pas mal. Yunjin, évidemment, ce sera un excellent choix pour Riolet aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore bon, Maxian sera sûrement dans des teams surcharge, avec deux personnages électro pour monter son ulti au plus vite possible, avec des decks qui seront très peu coûteux, ça va être très très fort. Alors ça par contre, ce truc là, le Narval avec le Apep, ça va être super fort, ces deux là ensemble, ça va être super fort, bref, ça... Tellement envie de tester ces trucs. Hâte, tout à fait. Très hâte moi aussi. Du coup je vous dis à jeudi pour le prochain deck, à la semaine prochaine pour la mise à jour, il y a tellement de nouvelles cartes qui me hype, ça va être génial. Allez, bonne soirée à tous et à jeudi, bye bye.